Bonsoir à toutes et à tous, nous recevons Alain Frachon. Bonsoir Alain Frachon. Bonsoir Darius. Vous avez signé un livre prémonitoire à bien des égards, c'est Un autre monde, l'ère des dictateurs. On va parler de la montée en puissance de Xi Jinping à côté de Vladimir Poutine dans ce conflit toujours plus mondial. Illustration aujourd'hui avec ce qui est en train de se passer à Taïwan, c'est ce bombardement virtuel pour l'instant, mais il est fait évidemment pour menacer Taïwan. L'armée chinoise, de manière tellement ostentatoire, montre comment elle est prête, par tous les moyens militaires dont elle dispose, à bombarder l'île de Taïwan. Cette image, elle parle d'elle-même. L'armée chinoise qui diffuse ça, où on voit vraiment la bombe qui virtuellement tape comme ça sur le territoire de Taïwan. Et c'est à la télévision chinoise, en boucle. C'est ce que voient les Chinois à la télévision. Il y a 1,4 milliard de Chinois, en plus des Taïwanais de l'autre côté, qui voient ça. On imagine ce qu'ils ressentent les uns et les autres. Les 23 millions de Taïwanais doivent se sentir tout petits, mais semble-t-il de plus en plus décidés à se battre. Quant à l'opinion publique chinoise, pour autant qu'on puisse juger, c'est-à-dire à travers les réseaux sociaux, elle est peut-être encore plus nationaliste que ses dirigeants. Ce qui fait que ça peut aussi être un dérivatif pour les dirigeants du Parti communiste chinois Taïwan, parce que c'est une opinion chauffée à blanc depuis l'école sur cette question-là, et c'est une opinion qui doit être d'humeur qui est, semble-t-il, d'humeur extraordinairement nationaliste. Hélas, la version, disons, rassurante selon laquelle il y aurait des dirigeants nationalistes et puis un peuple qui est complètement manipulé, c'est un peu plus compliqué que ça, aussi en Chine. Aussi en Chine, mais on l'a vu dans d'autres pays, notamment dans le monde arabo-musulman, où c'est souvent la population est quelquefois plus conservatrice que les dirigeants. On le voit par exemple en ce moment même en Arabie Saoudite. Mais c'est, semble-t-il, j'avance prudemment, bien entendu, c'est semble-t-il aussi le cas en Chine, en tout cas avec les marqueurs dont on dispose, c'est-à-dire les réseaux sociaux et la presse. Ce n'est pas le premier exercice militaire, mais de cette ampleur et surtout de ce côté démonstratif, quel est le message ici qu'ils lancent non plus à leur population intérieure, mais aux Occidentaux ? C'est la même chose, c'est-à-dire, vous savez, les Taïwanais avaient reçu en août dernier la présidente de la Chambre des représentants, Madame Pelosi, Nancy Pelosi. Et c'est la première fois qu'un dirigeant américain aussi élevé, je crois que c'est le deuxième personnage de l'État dans la hiérarchie américaine, un personnage américain aussi élevé se rendait à Taïwan. Donc il faut bien voir, c'est une situation politiquement et juridiquement compliquée. Les Américains reconnaissent qu'il n'y a qu'une seule Chine, mais estiment que la question de Taïwan doit être résolue pacifiquement. Et ils se sont engagés lorsqu'ils ont établi des relations diplomatiques avec Pékin et lorsqu'ils ont abandonné la représentativité qu'ils conféraient à Taïwan, ils se sont engagés à défendre Taïwan en cas d'attaque. Donc voilà, c'est une situation qui est assez compliquée. Et autrement dit, chaque fois qu'il y a un geste diplomatique qui semble conférer à Taïwan une représentation étatique, qui semble juridiquement, déjurée, pas seulement politiquement, reconnaître une sorte d'acceptation de l'indépendance de facto de Taïwan, les Chinois disent non. Ça, c'est contraire à nos traités, c'est contraire à nos accords. Alors là, manifestation, l'autre fois ça a duré 9 jours, les manœuvres, l'été dernier, et cette fois-ci, ils ont dit que ça durerait 3 jours. Mais enfin, c'est particulièrement spectaculaire, puisqu'ils encerclent à peu près de manière totale, hermétique, si je puis dire, ils encerclent l'île. Je rappelais ce livre que vous signez, que je recommande très vivement, parce qu'il permet de comprendre cette guerre peut-être autour de Taïwan, et la guerre assurément déjà engagée autour de l'Ukraine, l'ère des dictateurs, cette sorte de pacte imparfait, mais de pacte entre Xi Jinping et Vladimir Poutine, et vous l'avez même daté, c'est en février, juste avant l'offensive contre l'Ukraine. C'est le 4 février, et on n'y prête pas assez attention. On a du mal à comprendre, nous, en Europe, quel est le vrai fondement, le socle de l'amitié sans limite, disent-ils, dans un communiqué du 4 février, signé à Pékin par Vladimir Poutine. Donc une amitié sans limite. On a du mal à comprendre quel est le fondement de cette amitié. Parce qu'on a oublié qu'il y a des batailles politico-idéologiques. Le fondement de cette amitié est essentiel. C'est la même ambition
idéologique. Il faut qu'il n'y ait plus d'hégémonie occidentale dans le système international. Il faut se battre à tous les niveaux du système international. Xi Jinping emploie tout le temps la lutte. Il faut lutter à tous les niveaux du système international pour faire reculer l'influence occidentale et imposer notre conception de ce que doit être la scène internationale. Imposer une reconnaissance de notre droit à une zone d'influence. Par exemple, moi, Xi Jinping, dans le Pacifique occidental, toi, Vladimir, sur l'Ukraine. Imposer leur conception de ce que doivent être les relations entre les États. Est-ce que ces événements de Taïwan sont la suite, peut-être pas d'un plan, il n'y a pas un plan comme ça, ligne à ligne, mais de cette vision du monde, de cette projection? C'est pas, si vous voulez, vous pouvez faire un parallèle. C'est-à-dire que vous remarquerez que Xi Jinping n'a pas condamné ce qui se passe en Ukraine. Il ne parle jamais d'invasion. Il ne parle jamais de guerre. Certes, dans un communiqué en 12 points, les Chinois ont dit « Nous sommes attachés à l'intégrité territoriale et à la souveraineté des États ». Mais pour autant, ils ne précisent pas quelles sont les frontières de l'Ukraine. Elles sont pourtant reconnues par la Russie et par toute la communauté internationale, et par la Chine aussi. Ils restent dans le flou. Il y a aussi un flou juridique concernant la situation à Taïwan. Autrement dit, vous avez là un exemple de deux pouvoirs impériaux. La Chine, qui considère qu'elle doit avoir les meilleures relations économiques, sociales, humaines, tout ce que vous voulez, avec ses voisins du Pacifique occidental, mais qui considère que c'est eux, Chinois, qui disent où passe la frontière. Et à ce titre, ils s'emparent d'un certain nombre d'îles, d'îlots, de rochers, et les déclarent chinois. Et vous avez ce même tropisme impérial qui est la clé, qui est l'origine de l'attaque russe contre l'Ukraine. Le mépris des petits. Il y a des textes de Vladimir Poutine où il dit très clairement, il l'assume d'ailleurs, que l'ordre du monde ne peut fonctionner que si on respecte les grands empires, que c'est les empires qui font l'ordre du monde, que ce n'est pas une compétition désordonnée. Et ils se respectent entre eux. Ce qui compte, c'est les rapports de force. Dans les rapports de force, les grands l'emportent sur les petits. On peut avoir les meilleures relations qui soient avec ses voisins, mais la tutelle, à la fin, la tutelle politico-militaire, c'est le grand. L'idée simplement que les empires ont des marches. Dans leur vision du monde, l'Ukraine, c'est une marche de la Russie, et point. Par exemple, oui, l'idée c'est que c'est une marche de la Russie. C'est d'ailleurs aux marches de la Russie. Alors c'est un peu plus compliqué dans le cas de l'Ukraine, parce qu'on peut dire qu'il y a entre l'Ukraine et la Russie je ne sais combien, une densité de relations humaines, culturelles, linguistiques, religieuses, absolument phénoménale, qui fait que, bon, c'est un peu particulier le cas de l'Ukraine si on est russe. Des millions d'Ukrainiens vivent en Russie. Après tout, l'Église orthodoxe est venue de Kiev. Donc, il y a ça aussi qui compte. Mais enfin, la Russie a accepté ses frontières. Mais enfin, la Russie a demandé à l'Ukraine de rendre les armes nucléaires qu'elle avait du temps de l'Union soviétique. Les Ukrainiens ont rendu les armes, en contrepartie de quoi les Russes garantissaient l'intégrité du territoire ukrainien. Alain Frachon, les Européens sont-ils myopes? Ils n'ont pas vu venir l'invasion de l'Ukraine. On se rappelle tant d'éminents généraux spécialistes qui disaient mais non, c'est pas possible, ce serait trop irrationnel. Et aujourd'hui, on entend les mêmes souvent qui sont rassurants à l'égard de la Chine, qui disent oh, ils s'agitent autour de Taïwan, mais ils vont sûrement pas attaquer, ça n'est pas possible, c'est trop difficile, etc. Est-ce que décidément, dans notre vision un petit peu herbivore, comme dit notamment Gérard Araud, on n'arrive pas à voir que, oui, ils ont vraiment envie de mordre, pour de vrai? Oui, il y a une part de myopie, absolument. Il y a une part de myopie parce que nous sous-estimons systématiquement la passion idéologique, la passion politico-idéologique. Nous imaginons toujours que Pékin ou que la légitimité du Parti communiste chinois est due et exclusivement due, uniquement due à ses succès économiques et sociaux. C'est faux. Le Parti communiste chinois avec Xi Jinping. Xi Jinping, c'est pas la Chine de Deng Xiaoping, c'est pas la Chine de Hu Jintao ou de Jiang Zemin, ses prédécesseurs. Xi Jinping, c'est l'affichage d'une Chine conquérante, décidée à ce que les États-Unis n'aient plus ce qu'ils perçoivent, eux,
comme une manière, une attitude hégémonique sur la scène internationale. On sous-estime, ce n'est pas dans l'intérêt économique de Vladimir Poutine de faire la guerre à l'Ukraine, de se mettre mal avec les Européens, ses meilleurs clients, ceux qui achètent le gaz et le pétrole le plus cher. Parce que vous savez, Xi Jinping maintenant vend son pétrole aux Indiens et aux Chinois, mais pas au même prix qu'aux Européens. Il obtient 30 voire 40%, enfin il subit 30 ou 40% de remise. Mais nous n'avons pas ce réflexe de penser qu'un Xi Jinping ou un Vladimir Poutine n'est pas exclusivement mu par des raisons économiques, par la progression économique et sociale de sa population. Pas du tout. Ça compte la passion historico-idéologique. Avec des dimensions de revanche même psychologique. Il y a des documentaires récents qui rappellent à quel point le fait que Obama ait parlé de la Russie comme d'une puissance secondaire a été, d'un point de vue nationaliste, mais même personnel, mal ressenti comme Vladimir Poutine. La revanche chinoise aussi sur les Occidentaux. Une puissance régionale, avait dit Obama, ce qui n'était pas très malin d'ailleurs. Mais enfin, oui, bien sûr que tout ça, ça compte. Vous savez, ça fait penser à une phrase célèbre, je n'arriverai pas à la restituer exactement, mais de Raymond Aron, qui disait si vous pensez que les peuples sont mus par leurs intérêts, et non pas par des passions, alors vous n'avez rien compris au XXe siècle. Eh bien, on peut dire la même chose du XXIe siècle. Les peuples, je ne sais pas, mais les dirigeants, en tout cas, Xi Jinping, il faut les lire et prendre ce qu'ils disent au pied de la lettre. On va dans un instant recevoir Gennady Goutkov. Il a été un des hommes au cœur du KGB. Il a un parcours assez proche de celui de Vladimir Poutine, mais lui est devenu opposant. Il raconte très bien ça. Il raconte très bien de quelle manière, en réalité, ce régime aurait pu profiter tranquillement de la rente pétrolière, continuer comme ça. Il n'a pas choisi cette voie. Il a choisi la voie nationaliste et agressive. Irrationnelle par certains côtés. Irrationnelle sur le plan du développement économique et social de la Russie. Je dirais même irrationnel sur le plan militaire aussi, parce que qu'est-ce qu'il gagne? Un élargissement encore plus important de l'OTAN, même si militairement, c'est pas très important. Peut-être, la Finlande, c'est quand même 800 km de frontières. Si on se pose la question maintenant, pour Xi Jinping, qu'est-ce qui correspond à ça chez lui? Cette jeunesse d'enfant du parti, qui a connu un petit peu les purges, parce que son père a été un peu bousculé par le parti, mais enfin, qui est quand même issu du sérail, au sens le plus strict. Il vient vraiment du cœur du pouvoir communiste. Son père était un des principaux adjoints, un des principaux de Mao Tse-tung pendant la guerre civile contre les nationalistes, ceux qui sont aujourd'hui à Taïwan. Son père a donc été un des grands du régime, et lui est un enfant de l'élite du régime, un prince rouge, comme on les appelle. Mais il a subi la révolution culturelle, son père aussi, sa famille aussi, avec des moments dramatiques. À 15 ans, il se retrouve expulsé à la campagne, chassé de l'université. Il ne pourra aller à l'université que bien plus tard. Donc il aurait mille et une raisons d'en vouloir au Parti communiste. En fait, non. Il a choisi le fait de... si vous voulez, là, il s'est dit, si ça ne doit pas recommencer, on peut imaginer ça, il n'y a qu'une seule manière, il faut adhérer au parti. Il fait plusieurs fois sa demande pour intégrer le parti. Plusieurs fois, elle est refusée. Et puis, elle est acceptée. Et là, il va au sommet. Quelle relation entre ce jeune homme, il a pris un peu de poids depuis, on n'est pas le seul, mais je veux dire, évidemment, en Chine, d'ailleurs, c'est souvent un signe d'autorité, historiquement. Là, il vient de là. Il est en effet plutôt parmi ceux qui sont remis au pas, et puis il devient la campagne, oui, tout en haut de la hiérarchie du parti. Eh bien, je ne sais pas comment évoluer. Vous savez, on a tous plusieurs identités au fur et à mesure des années qui passent. Mais en tout cas, une fois qu'il a fait le choix de revenir dans le parti, la voie du parti, une fois qu'il a choisi la voie du parti, il semble y adhérer d'une manière beaucoup plus idéologue, orthodoxe, beaucoup plus convaincue que ses prédécesseurs qui ont occupé la présidence et la direction du parti. Avec une référence tout à fait assumée à Mao. On reconnaît les crimes de Mao, tout ça, etc., ne lui pose aucun problème. Pas seulement une référence assumée à Mao, pas seulement ça, mais un discours où il déclare sa conviction que le socialisme aux caractéristiques chinoises, c'est-à-dire ce mélange d'autocratie et de capitalisme d'État, d'autocratie politique et de capitalisme, est très supérieur aux formes à la démocratie occidentale. Et c'est même, il a quelquefois l'expression, il dit, nous avons
presque réinventer une autre civilisation. Et donc il est convaincu que l'Occident est sur le déclin, et que maintenant est venu le temps non seulement des autocraties, mais est venu le temps de l'Orient, de l'Est. Et donc, vous voyez, il habille constamment son discours de référence soit au déclin de l'Occident, mais assurément à la supériorité du socialisme chinois sur l'ensemble des autres systèmes. Et il le montre en exemple. Il le montre en exemple notamment aux pays africains. Il faut bien dire que beaucoup de pays africains aujourd'hui présentent cela comme un modèle. Ils considèrent que la démocratie, c'est très bien, mais que le développement économique à la chinoise, au fond, il est presque plus assuré à leurs yeux. Bien sûr, sans compter que les Chinois, du fait de leur succès économique et commercial notamment, ont une force de frappe financière qui leur a permis d'aider l'Afrique, et ils l'ont fait d'ailleurs. Alors on dit qu'ils l'ont fait de manière à la façon des colonisateurs, uniquement dans leur propre intérêt, peu importe. Il y a les infrastructures qu'il y a maintenant sur toute la côte ouest de l'Afrique, c'est quand même les Chinois qui les ont faites ou financées. Alors quelquefois ça se passe très mal, parce que c'est toujours les entreprises chinoises qui font le travail. Et puis si l'État en question n'arrive pas à rembourser, alors l'infrastructure appartient aux entreprises chinoises, autrement dit, revient à la Chine. Et beaucoup de ces États s'endettent, beaucoup trop, et sont obligés après de solliciter l'aide du Fonds monétaire international pour sortir de la faillite qui les menace. Donc c'est compliqué, mais ils ont eu une véritable percée dans ce qu'on appelle le Sud, notamment en Afrique, mais pas seulement en Afrique. Regardez l'Asie centrale aussi, les infrastructures russes, ce que les Russes ont appelé ce grand projet d'infrastructure, les nouvelles routes de la soie. Écoutez, illustration de ce que vous dites, de cette vision du monde très assumée de Xi Jinping qui se revendique comme une sorte de modèle dans un français parfait. Il était notre invité sur LCI, l'ambassadeur de Chine à Paris, Lu Shai. On pose la question, mais vous pouvez comparer. Vous êtes parfait francophone, vous venez d'un régime autoritaire, vous vivez à Paris. Qu'est-ce qui est mieux? Écoutez sa réponse. Qu'est-ce qui marche le mieux, finalement? Vous vivez à Paris, vous voyez une démocratie libérale avec ses qualités, ses défauts. Vous êtes chinois, parfait francophone, vous pouvez comparer. Qu'est-ce qui marche le mieux? N'avez-vous sous chacun ses coups? N'avez-vous sous chacun ses coups? La Chine a notre propre système politique, notre voie de développement. Vous avez les nôtres, les vôtres. C'est-à-dire, à chacun chez soi? Chacun chez soi. La Chine est un géant, est un grand pays qui a 5 fois millénaires de civilisation. Pendant des milliers d'années, la Chine était la première puissance dans le monde. Mais seulement depuis les temps modernes, elle a pris du retard, n'est-ce pas? Mais maintenant, la Chine se réveille, comme l'a dit M. Napoléon, mais elle se réveille sans constituer une menace pour le monde, mais une opportunité de développement pour le monde. Alain Frachon, la revanche, 5000 ans, la grande puissance qu'ils ont été, et c'est vrai, un empire pendant 5000 ans. Oui, c'est surtout, ce qu'il oublie de dire, c'est que les médias chinois, notamment la télévision, disent pique-pendre de nous et de notre système, et passent des images qui nous sont les plus défavorables possibles. Ça veut dire quoi? Ils disent quoi? C'est sale, c'est désorganisé? Ça fait partie de la bataille idéologique. Ça fait partie de la bataille idéologique. Et il y a cette façon très chinoise qu'il expose très bien là, qui est de dire, OK, on peut commercer ensemble, mais sur le plan des systèmes, on ne se compare pas parce qu'on est supérieur. Et puis c'est notre histoire, c'est votre histoire. On peut commercer ensemble, mais sur le plan politique, idéologique, diplomatique, je vous combats. Je combats votre influence que le président Xi Jinping a qualifiée d'influence occidentale nocive, hostile ou toxique. Oui. La fameuse, le viol du palais à Pékin, ça revient comme une ancienne, et évidemment pour eux, c'est une obsession, l'incendie. L'incendie du palais. Je ne sais pas si c'est vraiment une obsession, mais ce que je sais, c'est que les livres d'histoire, enfin ce que je lis, ce que j'apprends, c'est que les livres d'histoire, pour les Chinois, pour les centaines de millions de petits Chinois, et de plus en plus, passent par là. Ce que je sais, c'est que depuis que Xi Jinping est au pouvoir, les fonctionnaires, les universitaires, les étudiants, tout le monde doit à nouveau subir toutes les semaines ou tous les mois une sorte de rabâchage de ce qui a été les humiliations subies par la Chine, le siècle des humiliations, le 19e.